384 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce mercredi. Sur 1214 échantillons prélevés, soit 31,6% des cas positifs. 112 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès. Le premier, celui d'un patient de 58 ans, diabétique et hypertendu, a eu lieu le 15 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le second décès, dans un établissement sanitaire privé, il s'agit d'un patient de 60 ans, tabagique chronique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries, 48 décès et 3266 cas actifs. Le ministère de la Santé exhorte les populations au respect strict des mesures barrières. Le 29 mars 2020, sur instruction du Conseil national de sécurité, le Grand Abidjan allait être confiné. Une mesure prise pour éviter la propagation de la COVID-19 aux villes de l'intérieur du pays. À cette période, la majorité des cas détectés étaient concentrés dans le Grand Abidjan. Ce n'est pas tout. Les frontières terrestres du pays allaient subir le même sort. Ces mesures de confinement allaient voir les différentes compagnies de transport terrestre qui faisaient la navette entre Abidjan et l'intérieur du pays et la Côte d'Ivoire et les pays voisins cesser leurs activités. Une pilule difficile à avaler. Abidjan étant confiné, notre activité est carrément à l'arrêt. Parce qu'il faut dire que Abidjan représente 90% de notre chiffre d'affaires. En termes de densité, en termes de rotation d'Abidjan vers l'intérieur et vice-versa, ainsi que la sous-région. Boaké, Abidjan, Bobo-Dioulasso, on faisait 3 départs par jour. Maintenant, Abidjan, Bobo-Dioulasso, on faisait 4 départs par jour. Mais depuis la pandémie est venue, les compagnies sont garées jusqu'à les nouvelles ordres. Depuis que la maladie a commencé, les gares sont fermées. On a des travailleurs qui sont là. Vous voyez, tout est fermé. On ne peut même pas les payer, on est en chômage. Tous les autobus de long courrier, les cars de ligne long courrier sont complètement à l'arrêt. Et cela va sans dire que cette situation a un impact négatif sur les différents comptes d'exploitation. Une véritable crise économique. Certaines compagnies sont passées de 10 000 passagers transportés par jour à environ 500. L'écart est énorme. Le transport entre les villes de l'intérieur ne peut être une bouffée d'oxygène. Les charges sont énormes, en face, les recettes maigres. Il a fallu procéder au chômage technique. Sur la période, ça se chiffre à coups de milliards. Le plus difficile pour nous, c'est l'aspect social. Parce que nous avons été obligés de mettre une grande partie, environ 700 de nos collaborateurs au chômage technique. Nous avons mis fin à pratiquement près de 100 prestataires de services et sans compter la frange de la population qui gravite autour de notre secteur. J'ai 62 personnes qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils payent les maisons, ils payent manger, il n'y a rien. Je ne peux pas les payer. À cause de Covid, j'étais obligé de fermer tout. Une difficulté qui n'échappe pas au ministère des Transports. Les transporteurs, de manière générale, aujourd'hui, ont posé un constat dont la traduction en termes de chiffres nous amène à une perte de l'ordre de 18 milliards, avec son corollaire de chômage technique, de mise en chômage provisoire des chauffeurs, des apprentis, et en stationnement plus ou moins de longue durée des véhicules qui servent au transport des personnes. Nous en sommes conscients, nous sommes en relation avec ces compagnies, ces représentants de ces compagnies. C'est en cela que le ministre les a déjà reçus à plusieurs reprises au cabinet. Pour lutter contre l'impact de la pandémie, le gouvernement a en toute responsabilité pris des mesures pour porter assistance à tous les secteurs touchés. Le monde des transports n'échappe pas à la générosité étatique. Quand on sort la calculatrice, il y a
selon les premières études menées, qui doivent être stabilisées, une perte de l'ordre de 18 milliards que le secteur du transport routier subit du fait de la pandémie à coronavirus. L'accompagnement se fera essentiellement à travers les 4 fonds. Le plan de soutien du gouvernement est de l'ordre de 1700 milliards. Et dans les différents fonds, vous avez pour les personnes vulnérables de l'ordre de 150 milliards, vous avez pour les grandes entreprises de l'ordre de 100 milliards, vous avez pour les PME de l'ordre de 150 milliards, etc. Donc c'est dans ce package-là que véritablement les transporteurs seront accompagnés. C'est bon de passer à la caisse de l'État, mais la réalité est là. Il faudra bien reprendre à un moment donné au risque de disparaître. Alors, les transporteurs sont prêts à se soumettre à toutes les exigences. Au bout, il y a la survie du secteur. Nous sommes en train de redoubler d'efforts pour que lorsque Abidjan va être déconfiné, toutes les dispositions soient prises afin que les mesures qui vont être prises soient respectées par tous pour que le transport, comme on a toujours dit, la maladie ne passe pas par les transporteurs. Nous sommes vraiment prêts à respecter et à nous engager aux côtés de l'État pour reprendre l'activité en respectant les mesures que l'État a prises pour préserver la vie des Ivoiriens. En attendant, les gros camions restent les rois de la route. Ils traversent les frontières. Ils entrent également à Abidjan. Le Conseil national de sécurité autorise le transport des marchandises. Le village d'Adi Kwassikro, dans la sous-préfecture de Tahabo, accueille les femmes des régions du Boclé, de l'Agnébi-Tiassa, du Moronou et de San Pedro pour une formation à l'agriculture biologique. Réunies au sein de la FENAFEFSI, Fédération nationale des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire, ces agricultrices entendent sensibiliser leurs membres à une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques. Avec les produits phytosanitaires, aujourd'hui nous croisons beaucoup de maladies. Des maladies qui atteignent même des enfants. Avant, nos parents ne connaissaient pas ces produits et puis il n'y avait pas ces maladies. Donc la FENAFEFSI a décidé de faire du bio. Beaucoup ne comprennent pas d'abord. Donc au fur et à mesure où on vient pour les former, donne les connaissances, ils vont savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Après la théorie, les séminaristes mettent le cap sur les champs-écoles pour la pratique. La structure Ambrit, initiatrice du projet, renforce ainsi les capacités des femmes. Nous avons déjà fait une première formation, souvent des champs-écoles, pour voir est-ce que le moment pour assimiler, tant bien qu'elles ne soient pas à l'école, ces techniques culturelles. Et nous avons vu qu'elles ont quand même respecté. Et donc il était question de revenir pour plus donner encore de tonus et amplifier la formation, vu que nous allons faire une production bio, c'est-à-dire une production naturelle de la denrée. Les femmes ont mis à profit ces 5 jours d'atelier pour apprendre les techniques culturelles du plantain, du manioc et du maraîchage. Je remercie beaucoup le formateur parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas qu'il nous a appris. La manière de planter et le bio. Les produits sont bien, il n'y a pas de chimiques dedans. Nous, on ne prend pas les engrais chimiques. On prend les pots de cacao là, et puis on fait notre engrais. Maintenant, les femmes, ils n'ont qu'à faire comme pour nous là aussi. Faut pas, ils vont travailler avec les médicaments. Les initiateurs du projet appellent à l'aide des bailleurs et des pouvoirs publics pour la vulgarisation de leurs actions sur toute l'étendue du territoire, toujours au bénéfice des femmes. Évariste Ndayishimiye, le président élu burundais, prête serment aujourd'hui dans le stade Ngoma de Gitega, la nouvelle capitale politique du pays, devant la Cour constitutionnelle et la population. Une première dans le pays où jusqu'ici cette cérémonie se déroulait devant le Parlement. Pierre Nkurunziza devait remettre le fauteuil présidentiel à son successeur lors d'une fête populaire le 20 août prochain. Mais il est décédé avant. Ndayishimiye devra donc se contenter d'une cérémonie très sobre. La prestation de serment d'Évariste Ndayishimiye à Gitega lui permet d'éviter une longue période d'incertitude propice à tous les dangers. C'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui devait assurer cet intérim de plus de 2 mois si on s'en tient à la Constitution du Burundi. Améliorer le quotidien de ses concitoyens va donc constituer le grand défi du nouveau président du Burundi et de sa future équipe.
Selon la Banque mondiale, 3 Burundais sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté. Sur les 11 millions d'habitants, plus d'1 million sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë sévère, d'après la FAO, la branche des Nations Unies chargée de l'alimentation et de l'agriculture.